Présidente, ministre, collègues, bonjour. Depuis le discours de la Sorbonne du président de la République, j'estime que la campagne des prochaines élections européennes est commencée et c'est une bonne chose. Il a raison de dire que c'est une occasion pour nous Français, nous tous, de proposer une issue à l'impasse politique, économique et morale dans laquelle se trouve enfermée l'Union européenne, dont la construction semble en quelque sorte bloquée par les circonstances. Ce débat, il faut l'aborder dans le respect, c'est-à-dire dans le refus de caricaturer les positions qui sont en présence, parce que la caricature ne convaincra jamais que ceux qui la prononcent et pas ceux qui la reçoivent. C'est la raison pour laquelle, lorsque je lis dans un journal que je suis en tentation souverainiste, eh bien, l'ancien enfant de cœur que je suis sourit, sachant que la tentation est en quelque sorte un désir pécamineux et la préfiguration du mal. Mais franchement, est-ce que la discussion est entre le mal et le bien, le beau, le juste et l'infâme nationalisme? Non, je ne le crois pas. Je vais vous rassurer pour la qualité de notre débat. Non, nous ne sommes pas, pour nous, le problème, ce n'est pas l'Europe. C'est le capitalisme financier à laquelle elle est rivée par ces traités financiers. Pour nous, le problème, ce n'est pas l'étranger, c'est le refus absolu d'avoir une situation d'égalité des droits avec lui. Pour nous, le problème n'est pas de faire l'Europe, c'est de refuser de défaire la France pour y parvenir. Défaire la France, c'est-à-dire tout ce qui la constitue. D'abord, sa laïcité, pas seulement son drapeau, mais les symboles de sa laïcité, la laïcité réelle, ses services publics, ses champions industriels, sa vocation égalitaire, son identité universaliste. Enfin, son refus d'être contrôlée, sa volonté d'être indépendante. Voilà l'idée que je m'en fais, rien d'autre. Et cela ne devrait pas me valoir d'être enfermé avec mes amis dans une confusion. Dès qu'on parle d'indépendantisme, c'est qu'on voudrait se replier sur soi. Mais quoi? Depuis quand l'affirmation de soi et de ses valeurs est un repli? C'est tout le contraire, c'est l'enthousiasme qui nous meut. Et lorsqu'on me traitera de souverainiste, moi, mes amis, je n'aurai qu'une chose à vous dire. Eh bien, appelez-nous comme vous voulez. Du moment que lorsqu'on parle de souverainisme, on entend bien qu'il s'agit de la souveraineté du peuple, qui est la seule souveraineté acceptable. Et pourquoi en parler? Est-ce faire un procès d'intention? Dois-je rappeler qu'avant le Brexit, c'est-à-dire le moment où un peuple décide de s'en aller, il y a eu d'autres votes. Et ces votes, comment ont-ils été traités? Le Danemark refusant le traité de Maastricht, obligé de revoter. L'Irlande refusant le traité de Nice, obligé de revoter. La France, les Pays-Bas votant contre, il n'en est tenu aucun compte. Le référendum grec se prononçant contre un mémorandum, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a une dérive autoritaire dont M. Juncker a fini par exprimer l'esprit tout entier lorsqu'il y a dit « Il n'y a pas de démocratie possible en Europe en dehors des traités ». Si, et je me pose même la question de savoir, s'il n'y a pas de démocratie qu'à la condition qu'on sorte les traités, et notamment des traités budgétaires, car c'est eux qui créent la tension à l'intérieur des nations et entre elles, jusqu'au point que les peuples en viennent à s'affronter, non seulement entre eux, mais à l'intérieur des nations, jusqu'à ce qu'elles se démembrent, parce qu'on les a transformées en coquilles vides. Bien, j'en viens au rapport, ce n'est pas de ça dont il parle. Le rapport, c'est son boulot, il est bien fait d'ailleurs, je veux en souligner la qualité, j'en désapprouve totalement la conclusion, mais la qualité, elle, est indiscutable. Il pointe de vrais problèmes et de vrais sujets de discussion. Mais enfin, qu'est-ce qu'on observe après toutes ces chansons sur l'Europe, son caractère bienfaisant, son ouverture, etc. L'Europe dépend de plus en plus de la contribution des nations que par ailleurs on décrit, on montre du doigt et à qui on jette des pierres. Car au début, c'était un petit 10% en 1988 pour les États membres. Et maintenant, nous voici rendus à 60% des recettes totales de l'Union. Et puis, vous verrez que ça a un rapport politique. Quand on regarde pour les recettes, après avoir vu que les nations font tout, on regarde la case des recettes propres de l'Union européenne. Et quoi? Eh bien, les droits de douane. Que voit-on? Que voit-on? Que voit-on? C'est tombé de 30% à peine 14%. Et pourquoi? Parce que les traités de libre-échange, qui par ailleurs détruisent nos emplois, défigurent nos sociétés et tout ce que vous voulez, font que les recettes de douane de l'Union européenne vont décroissantes. Voilà un organisme qui est en train de se tuer lui-même. Et puis, dans cette affaire, il faut bien observer que cette Europe, qui donne tant de leçons aux autres, est certainement l'organisme européen le plus mal géré. Comment expliquez-vous que jusqu'à l'année dernière, nous en étions à presque 20 milliards d'impayés? Grandiose, non?
Cette année, on est descendu, je le reconnais. Mais quand on va arriver à la fin du cycle du budget pluriannuel, car il y a aussi cette étrangeté, qui dépasse le mandat d'un député, chère Madame Rabault, figurez-vous que nous serons à découvert de 240 milliards, car 240 milliards de dépenses auront été décidées, mais elles n'auront pas été payées. Voilà les exploits de gestion de l'Union européenne, je vous passe le reste, c'est-à-dire tous ces organismes qui ne servent strictement à rien, comme ce service d'action extérieure dont la baronne Ashton a eu la franchise de dire qu'elle ne savait pas à quoi il servait, quoi qu'elle en soit placée à la tête, mais qu'elle pensait que l'organe finirait par définir la fonction. Voilà. Voilà où nous voilà rendus dans cette affaire. Après quoi, il faut dire que pour la France, c'est de plus en plus cher. Je vous rassure, Madame Rabault, je n'ai jamais dit que j'étais contre le prélèvement, car cela interdirait... Mais écoutez, Madame, les autres, ne vous contentez pas de lire les fiches qui viennent de Solferino. Je suis contre le paiement de l'excédent, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. La contribution de la France, le prélèvement est de plus en plus important. Il a été multiplié par 5 depuis 1982. Et bientôt, vous verrez qu'il y en aura pour la prochaine période pour 5 milliards de plus. Alors, c'est très cher payé pour ce que nous avons. Oui, oui. Et je suis contre le paiement de l'excédent positif de la France. C'est-à-dire que nous donnons 20 milliards, nous en recevons 14 pour appliquer une politique agricole que je condamne de toutes les manières possibles, et la différence, c'est 6 milliards. Donc nous cotisons brut pour 6 milliards que nous donnons. Si ces 6 milliards étaient restés dans les caisses de l'État, eh bien, nous serions à la barre des 3% et il n'y aurait pas besoin d'engager ce que nous engageons pour réduire le déficit structurel. J'ajoute que sur notre budget, 16 milliards sont destinés à compenser le total de... Le budget, excusez-moi, je me tourne vers vous. Dans ce budget, 16 milliards sont rognés du budget de l'État. 10 milliards pour compenser les baisses d'impôts, 6 milliards en économie pure. Eh bien, ces 6 milliards, c'est les 6 milliards que nous donnons à l'Europe. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, parce que depuis 2012, la totalité de l'excédent, c'est-à-dire des économies faites vraiment sur le périmètre de l'État, ont été versées à l'Europe. Vous ne croyez pas que ça mérite une discussion un tant soit peu plus approfondie que la confrontation des dénonciations et des bêlements d'enthousiasme? Je suis donc contre le fait qu'on paye l'excédent. Et deuxièmement, je suis pour qu'on ouvre la procédure d'excédents commerciaux excessifs, qui est le fait de l'Allemagne. Parce que ce qui est en train de se construire, c'est un modèle économique calqué sur celui de l'Allemagne. Les traités européens condamnent ces excédents, parce que ces excédents sont toujours faits sur le dos des autres. Pourquoi ne l'ouvre-t-on pas? N'a-t-on pas le droit de dire à nos amis allemands, écoutez, vous exagérez, quand les Anglais nous ont dit qu'ils voulaient un rabais qui a représenté 60% de leur contribution, les Allemands ont dit, ah ben nous on ne paiera pas tout, on n'en paiera que 25% du reste. Et c'est nous les Français qui payons le plus. Est-ce que c'est une situation normale alors que nous sommes censés être en déficit excessif? Bien. Voilà, s'ils ne les respectent pas, il faut qu'on les leur fasse respecter. Tout ça tourne autour d'une question, et moi je vais devoir me dépêcher, c'est l'affaire de la dette, qui est la grande question du continent européen. Il faut solder la dette. Vous n'y parviendrez pas par des excédents bruts d'année en année, avec ce que le gouvernement actuel est en train de faire. Et il fait un effort dans ce sens. Vous le savez comme moi. On en dénonce assez la violence. 5 points. Il faut 100 ans pour finir par payer cette dette. Cette dette doit être annulée, notamment celle des Français, parce qu'elle est excessive. Une part trop importante de cette dette est due au taux d'intérêt des années 90, qui n'ont pas d'autre raison d'être que le fait que les Allemands ont décidé de donner pour un mark de l'Est, un mark à l'Ouest, et que pour contrer l'inflation que ça a créée, les taux d'intérêt sont montés à 6 ou à 7 ou à 8%. Si nous avions payé à l'époque 2% comme on paye aujourd'hui, et même moins, la dette de la France serait 30% inférieure. Ce sont des réalités. Nous ne pouvons pas accepter que cette situation roule et que nous, les Français, nous ayons comme unique ambition d'être, comme l'avait dit le président Hollande, les meilleurs élèves de la classe. Pas question. Il faut revenir sur cette dette, il faut la réévaluer, il faut l'effacer. Et pour ça, il n'y a qu'à faire un moratoire ou à la geler. Il n'y a rien de plus facile. Je viens à ma conclusion avant qu'on m'y rappelle. Tout le monde doit avoir un plan B. Et vous autres, de la République en marche, comme nous, vous en avez un. Bien sûr, vous avez un plan B. Vous proposez, ben vous avez un plan A et un plan B. Pardon, vous n'avez pas de plan B, vous avez un plan A. Regardez, il y a un problème de financement, vous mettez une taxe carbone. Maurice, arrête de faire le singe. Vous avez
le président veut mettre une taxe de financement sur la taxe carbone à la frontière. Vous avez tous compris que ça s'appelle du protectionnisme. Je vote pour. Proposez-la, on vote pour. Nous, on propose aussi de mettre une taxe sociale. Nous avons un plan B à notre manière. En avez-vous un? S'ils vous disent non, que ferez-vous? S'ils ne veulent pas taxer les GAFA, s'ils ne veulent pas changer le statut de travailleur détaché, que ferez-vous? Les bras croisés, vous protesterez? Ou bien avez-vous une méthode pour répliquer? Nous avons un plan B. Je le résume à une phrase qu'a prononcée ma camarade Caterina à Lisbonne, ce grand rassemblement du plan B. Entre les traités budgétaires et les peuples, nous avons choisi, c'est les peuples.